Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire d'introduction à cette journée doctorale. Donc, une journée doctorale, je vous la présente ici, qui est une formation doctorale de l'ED SMI, Sciences et métiers de l'ingénieur du CNAM, qui est une journée d'introduction au champ de la santé planétaire. C'est une journée doctorale qui a été lancée il y a 3 ans par une doctorante de notre équipe du laboratoire Mesure du CNAM, qui vise à développer un petit peu ce concept de santé planétaire, qui est quelque chose qui est apparu au milieu des années 2010, je dirais, plutôt dans la sphère anglo-saxonne, et qui est quelque part une vision un peu élargie de la santé, un petit peu dans la continuité de ce qu'on appelle le One Health, la santé, ouais, une seule santé, ce champ-là, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la suite, dans la suite du séminaire. Et donc tout ça pour dire, et notamment à notre public de doctorants, doctorantes inscrits, que nous sommes dans la partie introductive de ce webinaire, où on accueille Leïla Benoît pour ce webinaire public sur le thème globalement, pour le dire rapidement, de l'éco-anxiété. Ensuite, nous changerons de lien, hein, et donc voilà le programme de la journée. Mais donc pour les doctorants qui veulent qui sont inscrits pour continuer la formation ensuite, il faudra changer de lien Teams. Et donc ce document-là, vous l'avez reçu voilà, le déroulé de la formation, vous l'avez reçu dans un mail automatique généré par Adobe. Donc voilà pour l'introduction à destination, on va dire, des doctorants inscrits pour cette formation. Et donc maintenant, plus généralement, pour ce séminaire, ce webinaire introductif, on est très heureux de recevoir aujourd'hui euh, Leïla Benoît qui a accepté de nous proposer de faire cette intervention sur le thème changement climatique, émotion et passage à l'action. Donc en 2 mots pour l'introduction, ce thème la thématique de l'éco-anxiété dont on va parler aujourd'hui, elle s'inscrit, on va dire, dans un domaine pour de termes qui sont apparus au début des années 2000, notamment le terme de solastalgie qui a été développé par un philosophe qui s'appelle Glenn Albrecht, un philosophe australien au début des années 2000. Et c'est un thème qui a commencé à être popularisé aux alentours de 2015-2018 en France, autour de ces courants comme ceux de la collapsologie. Et on a ensuite parlé de ce thème qui depuis fait beaucoup parler de lui, d'éco-anxiété, qu'on peut définir comme euh, un sentiment on va dire des sentiments variés, plutôt négatifs, un sentiment de fatalité, de peur, d'angoisse, de détresse face au changement climatique. Et le point introductif que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que, on va dire jusque les années 2018, 2019, on a entendu parler de ce thème, notamment associé à toutes les mobilisations de jeunesse, hein, les grèves pour le climat, les marches pour le climat. On a un peu plus entendu parler depuis quelques années de ce terme, et notamment affectait des populations, notamment des populations jeunes. Alors, enfin, les jeunes adultes, les enfants et les jeunes adultes, on verra que c'est peut-être pas seulement le cas. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pendant ces quelques années où le thème a émergé dans les années publiques, on a eu cette vision on va dire, d'un sentiment, finalement d'une affection dite bénigne, plutôt d'un point de vue individuel, enfin quelque chose qui affectait individuellement des populations souvent favorisées en plus, donc quelque chose vraiment de l'ordre de l'épiphénomène d'un trouble individuel assez bénin. C'est la vision en tout cas qu'on pouvait avoir de ce thème de l'éco-anxiété. Et puis je ne le fais que le mentionner, pour moi il y a vraiment eu une étude en 2021, fin 2021, qui a vraiment changé la focale sur cette question, une étude qui a été publiée dans le Lancet Planetary Health, que je ne veux pas détailler trop parce que je sais que Leïla va en parler. Euh, et qui a vraiment essayé de mesurer dans 10 pays à la fois la fréquence et l'intensité de ce phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété. Et les résultats ont quand même, pour moi, vraiment changé la lumière sur ce problème, dans le sens où on s'est rendu compte que le problème ne touchait pas seulement des populations de pays favorisés, mais dans des pays comme le Nigeria, les Philippines, on avait également ce sentiment chez des jeunes adultes qui était très important, qu'il avait des répercussions dans la vie de tous les jours pour les répondants, pour près de 45% des répondants, donc vraiment des sentiments qui étaient caractérisés par de la tristesse, de l'anxiété, de la colère, du désespoir, de la culpabilité chez plus de 45% des répondants de cet échantillon de plus de 10 000 adultes dans 10 pays. Euh, un élément également en majorité, les répondants, donc ces jeunes adultes,
rapportait ressentir beaucoup en termes sur ces changements, enfin, en réponse à ces changements, à ces émotions négatives par rapport au climat, ressentaient beaucoup plus le sentiment de trahison, plus que d'assurance ou le fait d'être rassuré par leur gouvernement. Donc quelque chose comme, enfin, vraiment le sentiment d'abandon de la part des gouvernements. Et cette étude, en gros, concluait qu'il y avait vraiment un besoin de recherche très important sur ce champ des impacts émotionnels du changement climatique sur les enfants et les jeunes adultes. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais vraiment, pour moi, je mentionne juste très rapidement cette étude parce que c'est à l'occasion de cette étude que vraiment on s'est rendu compte que ce phénomène qu'on avait tendance à minimiser un petit peu d'éco-anxiété pouvait représenter vraiment un vrai fardeau de santé publique. Et donc, il fallait voilà, mettre en face les moyens de recherche, notamment, et de réponses qui étaient importants, comme pour bah, voilà, une crise de santé publique émergente. Et donc c'est pour en parler notamment aujourd'hui qu'on reçoit Leila Bunois, qui est pédopsychiatre, chercheuse à l'INSERM, au CESP, donc au Centre d'épidémiologie et de santé des populations, et également chercheuse à l'Université de Yale, et qui va nous parler aujourd'hui de ses recherches qu'elle conduit auprès de jeunes adultes là aussi, sur le thème changement climatique, émotion et passage à l'action. Donc voilà, je vais laisser la parole à Lélia. Les questions, si vous avez des questions, donc il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Si vous avez des questions disons, de clarification ou autre, n'hésitez pas à les taper dans le chat j'y répondrai si je peux. Enfin, vous pouvez répondre aux questions des autres également dans le chat. Si jamais c'est des questions de clarification, on se permettra de poser la question à Lélia. Sachez néanmoins qu'on a un temps de questions-réponses prévu. Donc, Lélia va nous faire sa présentation pendant 30-40 minutes et on aura ensuite un temps de 15-20 minutes de questions-réponses. Voilà, je te laisse la parole, Lélia. À toi. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour l'invitation, pour l'introduction. Et puis, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, j'espère qu'on pourra discuter. Donc, l'objectif de cette présentation, ça va être vraiment de parler avec vous un peu de l'éco-anxiété, mais en général, je dirais de la question un peu plus large de est-ce que les émotions climatiques, ça doit être un problème pour les chercheurs ou pas? Est-ce que ça doit être un problème pour les psychiatres, les pédopsychiatres comme moi? Ou les psychologues, les professionnels de santé mentale? Quel type de problème est-ce que c'est? Qui doit s'en occuper? Et puis, quelle serait peut-être la bonne manière d'en parler ou de pouvoir faire avancer les choses? Donc, je vais essayer d'aborder un peu toutes ces questions-là. Alors, c'est bien qu'il y a des questions pièges déjà dans l'introduction, hein, qui doit s'en occuper? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un problème ou pas? Et donc, on va regarder ensemble différentes manières de réfléchir à ça et puis ensuite échanger. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, si vous voyez bien, c'est bon. Ok, Ça super. marche. Alors, je vais commencer déjà par vous parler un peu. Moi, je travaille beaucoup sur les jeunes, hein, donc, puisque je suis pédopsychiatre. Donc, en général, les enfants et les adolescents, hein, de 6 à 18 ans, c'est plutôt le créneau dont je m'occupe. Alors, attendez, hop, je bouge juste la caméra. En fait, la question de l'anxiété climatique ou des émotions climatiques, elle a commencé à être étudiée avant tout chez les adultes. Donc, on va juste regarder un petit peu rapidement les premiers résultats chez des adultes. Parce qu'en fait, au départ, c'était plus facile de faire des questionnaires chez les adultes. Donc, les tout premiers résultats, c'est des résultats américains qui ont été faits sur plusieurs décennies, en fait, déjà par le Yale Program on Climate Change Communication. Et donc, au début, c'est un programme qui, finalement, s'occupait un peu du climato-scepticisme américain, c'est-à-dire que une fois par an, ces chercheurs donc, de Yale envoyaient un questionnaire à un échantillon représentatif de la population américaine, c'est-à-dire plein d'Américains différents, mais reflétant les différents courants de pensée, les tranches d'âge de la population réelle américaine, pour voir est-ce qu'ils s'intéressent au changement climatique, est-ce qu'ils y connaissent quelque chose, est-ce que ça les inquiète ou pas. Donc au départ, c'était vraiment pour mesurer un petit peu plutôt le scepticisme. Et puis, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des résultats qui sont stabilisés et qui sont plutôt dans le sens d'une population qui a bien pris conscience de ces problèmes-là. Donc, on a quand même toujours autour de 70% de la population qui est intéressée par le changement climatique. Là, vous voyez 73% qui l'a même vécu personnellement.
75% qui pensent que le changement climatique va avoir un impact négatif sur les générations futures. 51% des adultes qui se sentent impuissants, helpless. Et en particulier dans cet échantillon-là, les populations dites vulnérables, donc toutes les minorités sociales, hein, c'est-à-dire les groupes sociaux qui ont moins de pouvoir que les autres, donc y compris les femmes, les personnes qui vivent dans la précarité économique et les minorités ethniques, ces populations vulnérables, en fait, s'inquiètent davantage pour la planète que les autres. Et donc ça bat en brèche un stéréotype qu'on entend souvent qui est l'éco-anxiété, c'est un problème de riches ou de blancs riches de pays très développés et ça ne concerne pas les autres. Donc Kevin en a déjà un peu parlé, mais on voit là, c'est mesuré quand même sur des populations importantes. J'ai oublié de vous prévenir, mais donc le diaporama est en anglais, mais je dis tout en français, donc si l'anglais vous perturbe, ne lisez pas, écoutez-moi, vous aurez toutes les informations. Donc ça, c'est du côté des Américains. En fait, en France, si on regarde, il y a eu un sondage Ipsos qui a été fait en 2022, où les résultats sont tout à fait similaires. On a à peu près 70% de la population qui est au moins modérément inquiète par le changement climatique et seulement 30% qui s'y intéressent pas beaucoup. Donc voilà, finalement, les avis sont assez proches. La première chose qui a été étudiée aussi, hein, si on parle en termes de qui fait la recherche, comment ça se fait, comment on commence à s'intéresser à un problème, la première chose qui a été étudiée historiquement, en fait, c'était les désastres, ce qu'on appelle les natural disasters, donc les catastrophes naturelles. Ça a été étudié d'abord parce que, en fait, il y avait de l'argent. La recherche, c'est quand même beaucoup une question d'argent. Et quand il y a une catastrophe naturelle, souvent, il y a un élan de solidarité nationale autour de la population qui a été impactée, de la région qui a été impactée. Donc, ça permettait aussi de débloquer des fonds et puis de dire, bah voilà, on va étudier comment ces gens vont. Et puis, évidemment, c'est aussi parce que, comme c'est des catastrophes, c'est des éléments qui sont massifs. Et donc, on se dit, c'est sûr, les gens vont avoir un impact sur leur santé mentale. Et donc ça a d'abord été étudié. Et pour les gens qui ont vécu ces catastrophes naturelles, et je souligne évidemment, c'est des catastrophes naturelles qui sont liées au changement climatique, hein, qui sont finalement des événements ponctuels, mais qui sont des manifestations du changement climatique. La première chose qui a été vue, c'était donc une augmentation des dépressions, une augmentation du taux d'anxiété généralisée, et une augmentation des risques suicidaires. Et là, je ne vous ai pas mis les risques chez les enfants, mais il y avait aussi une augmentation des dépressions, des difficultés de sommeil très importantes, et puis des états de stress post-traumatique. Donc ça a pu être mesuré. Si vous voulez, quand on fait la science un petit peu, il y a la question de quels sont les premiers chiffres qu'on a, sur quoi on peut s'appuyer. Au tout début, on ne pouvait s'appuyer que sur ces études de catastrophes naturelles. On n'avait pas grand-chose sur le changement climatique de long terme. Et en fait, finalement, dans ces dernières années, il y a eu cet effort de fait par, avant tout des psychologues, quand même, les psychiatres s'y sont intéressés plus tard, d'essayer de mesurer cette anxiété latente, hein, qui n'est pas liée à une catastrophe naturelle, mais qui est liée au changement climatique progressif. Et donc, notamment, il y a Susan Clayton qui avait essayé de faire une définition de l'anxiété liée au changement climatique et puis de valider une échelle, hein, qu'on verra ensuite. Et comme disait Kevin, et puis comme c'est rappelé aussi hein, sur plusieurs instances, notamment l'Association américaine de psychologie, hein, le changement climatique, enfin l'anxiété liée au changement climatique tel qu'ils le définissent, c'est pas juste de l'anxiété. Même s'il y a anxiété dans le mot, dans le nom, c'est un ensemble d'émotions très variées, en général négatives, liées aux désordres environnementaux. Mais il n'y a pas que des émotions négatives. Il peut aussi y avoir un certain nombre d'émotions positives, comme l'espoir, l'envie d'agir, etc. Donc, si vous voulez, c'est assez mal nommé comme concept, parce qu'on dit ah, anxiété, mais moi je suis pas anxieux, j'ai envie d'agir. Bon, le concept est assez mal nommé, mais finalement, la définition qu'ils en donnent est quand même une sorte de grand parapluie où l'idée c'est de dire bah en fait si vous vivez des émotions liées au changement climatique et vous êtes concerné par cette chose-là. Et la chose qui rappelle aussi et qui à mon sens est quand même très rassurante et qu'ils écrivent noir sur blanc, c'est ce qui est marqué en bas de la diapo, c'est que c'est pas du tout un trouble psychiatrique, ce n'est pas une maladie, en tout cas
considère pas comme telle, parce que c'est au contraire une réponse qui est saine et légitime aux désordres environnementaux. Donc si vous voulez, même si c'est des professionnels de santé mentale qui s'intéressent à ce problème-là, ils sont pas en train de dire: «Oui, oui, c'est un problème, vite, vite, venez consulter chez nous, c'est nous les spécialistes». Non, non, ils disent, en fait, c'est une réaction qui est saine, à un problème qui est réel. Nous, on s'y intéresse pour en dire quelque chose, mais on n'est pas en train de dire, que les gens qui vivent ça, ont un problème individuel et cetera. Donc c'est toute la tension autour de ce question-là. Du côté des enfants et des adolescents, je vous en parle un peu parce que moi c'est mon sujet d'intérêt et puis on voit bien dans l'étude du Lancet aussi que c'est des études sur des populations jeunes, en fait. Donc du côté des ados, il y a pareil 70 qui pensent que le changement climatique va avoir un impact négatif sur leur génération. C'est similaire aux adultes. De la même manière que les adultes, les populations vulnérables ou les minorités sont plus inquiètes, de la même manière, chez les adolescents, ça se passe pareil, hein, et dans les questionnaires, qui demandaient donc notamment aux ados, africains-américains et aux ados, hispaniques, hein, latinos, leur avis, ils étaient plus inquiets, que les autres. 80 des ados sont anxieux, plus de 46 se sentent anxieux au moins une fois par semaine, donc ce qui est un critère un peu d'intensité, hein. Et plus de 17 ont perdu le sommeil, ont eu des troubles du sommeil, à cause de leurs, préoccupations. 20 envisagent de, soit ne pas avoir d'enfants, soit avoir moins d'enfants que ce qu'ils auraient imaginé avoir ou que ce qu'ils auraient souhaité avoir s'il y avait pas de problème. Et si on s'intéresse comme ça aux émotions des ados en particulier, hem, l'émotion principale et qui est différente de celle des adultes, c'est qu'en premier, ils ressentent de la colère. Les émotions du côté des adultes, c'est plutôt la tristesse, l'anxiété, la culpabilité, hein, de ne pas en faire assez. Il y a aussi de la colère, mais elle est moins prédominante et chez les ados, vraiment, ce qui revient en premier, c'est ce sentiment de colère et d'injustice. Donc c'est important à avoir en tête. Heu, Kevin vous a parlé de cette étude. Elle est évidemment, très, très intéressante. Ça a été la plus importante menée jusqu'aujourd'hui et donc qui a vraiment permis de, faire passer le problème dans une autre sphère, hein, si vous voulez, d'être vraiment pris au sérieux. Moi, ce que je voulais, souligner sur cette étude, c'est que, déjà, c'est le sentiment de trahison, c'est-à-dire, c'est inquiétant de laisser, une population qui est jeune se sentir aussi, désemparée et frustrée par ces gouvernements, et c'est un résultat qui est inquiétant. Au-delà de la question de l'anxiété, bon, ils sont anxieux et cetera, ils se sentent mal, d'accord, mais il y a aussi une vraie perte de confiance, vis-à-vis des gouvernements. Dans des pays qui sont quand même, plus ou moins, on va dire, en tout cas la majorité des pays des démocraties, qu'est-ce que ça indique pour la suite aussi d'avoir, comme ça toute une jeune population qui est, tout à fait, méfiante, par rapport à son gouvernement. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que même si ce sont des jeunes, ce sont pas des très, très jeunes puisqu'en fait, les répondants ont de 16 à 25 ans, et donc on se pose toujours la question des enfants et ados, donc les plus jeunes encore. Là, on n'a que des grands ados qui ont participé. C'est tout à fait normal parce qu'on peut pas faire remplir de questionnaires à des enfants qui sont en bas âge, ou même à des moins de 15 ans, hein, mais donc il faut quand même aller comprendre un petit peu mieux comment ça se passe pour les plus jeunes. L'autre chose qui a été, qui est connue sur ces études qui s'intéressent aux ados, donc c'est pas dans l'étude du Lancet là, mais c'est d'autres études qui disent que malgré le fait que les, ados soient très inquiets, finalement, il y en a pas tant que ça qui vont chercher directement à réduire leur impact carbone. Moins de 50 se sont engagés pour réduire leur propre empreinte carbone et plus de la moitié n'ont, jamais, ou seulement très rarement discuté du problème avec, des membres de leur famille ou avec leurs amis. Et il y en a seulement 14 qui ont l'impression d'avoir appris, suffisamment à l'école, au sujet du changement climatique. Donc on verra ensuite, pourquoi, mais moi après j'ai fait des études qualitatives, hein, donc dans des études qualitatives, on va vraiment poser des questions aux gens, approfondir et quand je posais la question, aux ados, donc à des ados, jusqu'à 18 ans, mais aussi plus jeunes, hein, de 11-12 ans, enfin, j'avais toute la tranche d'âge d'enfants et d'ados de 6 à 18 ans. Je leur posais la question, bah, les études, disent que c'est pas toujours facile peut-être d'en parler en famille, ou avec des amis et ils disaient: «Bah, oui, en fait, entre amis,
on n'a pas envie forcément d'amener un sujet qui met tout le monde mal à l'aise, on ne veut pas être pris pour l'écolo de service, etc. Et en famille, la crainte, c'est que si les parents n'en parlent pas, c'est probablement parce que ça ne les intéresse pas, et donc ils se disent, bah, mes parents ne sont pas intéressés par l'environnement, et donc finalement, j'attendrai d'avoir quitté la maison pour pouvoir mettre en place un certain nombre de changements de vie pour avoir un mode de vie plus durable. Donc voilà, il y a une sorte de tabou, de difficulté à parler de ces sujets, en tout cas à entamer la conversation. L'autre chose qui est problématique, c'est que pour l'instant, donc là, je vous parle vraiment de recherche, de quels sont les outils qu'on a pour comprendre ce truc-là, hein, c'est que les outils de recherche, hein, ont été créés, pensés pour des adultes. Donc je vous montre par exemple la fameuse Climate Change Anxiety Scale, hein, donc Oui? Ah oui, pardon, de Susan Clayton, qui a été validée chez des adultes. Et il y a quelqu'un qui parle, non? Ouais, il y a un Ok. micro, j'ai essayé de voir qui Ok, c'est, mais je pense super. pas que ce soit une question, c'est un micro qui est resté ouvert. D'accord. Donc j'ai sélectionné certaines questions sur les 22 là pour vous montrer que en fait ces questions sont adaptées pour des adultes, mais qu'on serait bien en difficulté de les poser à des ados, parce que pour l'instant on n'a pas d'échelle validée pour des enfants ou adolescents, et on voit que ces questions-là sont pas vraiment adaptées pour des plus jeunes. Par exemple, la question 2, j'ai des difficultés à équilibrer mes inquiétudes vis-à-vis du changement climatique, enfin vis-à-vis de la durabilité, avec les besoins de ma famille. Bon, bah, quand on est enfant ou ado soi-même, on n'est pas en charge des besoins de la famille, donc on est bien embêté pour répondre à cette question. La question 4, mes préoccupations pour le changement climatique, finalement, minent ma capacité à travailler, à atteindre mon plein potentiel. Bon, la notion d'atteindre son plein potentiel, c'est quelque chose qui vient quand même assez tardivement. Des enfants et des ados vont pas forcément se le formuler comme ça. La question 11, souvent je me promène tout seul et je pense aux sentiments que j'ai, aux émotions que j'ai vis-à-vis du changement climatique. Bon, on sait que des enfants et ados vont pas forcément gérer des inquiétudes en allant se promener, en ruminant, en réfléchissant, hein, peut-être plutôt en l'exprimant d'une autre manière. Question 12, j'écris mes pensées, hein, un peu l'idée du journal intime. Ça, c'est pas toujours le cas non plus. Question 13, je pense, pourquoi est-ce que je réagis de cette manière au changement climatique, hein. Donc là, on est plutôt sur de la réflexivité et puis de la culpabilité, un petit peu de se remettre en question. Pareil, c'est beaucoup plus un fonctionnement d'adulte. Et question 17, hein, j'espère que je pourrais, enfin, j'aimerais pouvoir me comporter de manière plus durable, hein, avoir un mode de vie plus durable. Là aussi, on voit toute cette tonalité de culpabilité qui est d'autant plus forte qu'en fait, les adultes ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour changer leur mode de vie. On voit bien donc que ces échelles-là sont quand même pas très adaptées pour les plus jeunes. Donc du coup, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut passer un peu de cette fameuse éco-anxiété. Bon, moi, c'est pas un terme que j'adore, mais néanmoins, c'est le plus utilisé. Et moi, je l'utilise vraiment pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on est suffisamment à se comprendre là-dessus, même si le terme n'est pas optimal. Donc, comment passer de cette éco-anxiété, de ces émotions climatiques douloureuses, à quelque chose qui serait plutôt du registre de l'action, en fait, hein, d'avoir une action éco-consciente. Et là, on a des outils, en fait, en psychologie, hein, qui ont été très intéressants là-dessus, et notamment avec le travail de Caroline Hickman et de Per Espen-Stoknes. Je vais rentrer dans les détails ensuite. Une des choses qu'on sait, mais de longue date, c'est que quand on est débordé par des émotions très fortes, on peut avoir une forme de paralysie qui s'installe, hein, c'est-à-dire on n'arrive plus à passer à l'action. Notamment si c'est une peur intense, hein, qui est associée à de la culpabilité, on peut être exposé à cette paralysie. Et on va avoir des mécanismes de défense, hein, qui sont des mécanismes automatiques de la pensée, conscients ou inconscients, hein, qui vont se mettre en place et qui vont finalement essayer de nous extraire de cette situation, mais sans qu'on se mette à changer notre comportement. Et donc ces mécanismes-là, c'est par exemple la distraction, hein, se dire: «Oh là là, j'en ai assez du changement climatique, on parle tout le temps de ça, vite, faisons autre chose». Le fait de se sentir déconnecté, hein, de son corps, ou le fait, de se sentir, coupable. Et donc finalement, quelle serait la meilleure manière de s'occuper de cette anxiété-là? Est-ce que c'est de dire: «Bah, allez tous consulter un psychologue, vous êtes tous malades», ou de penser d'autres manières de traiter ça? Et en fait,
L'idée là, c'est de beaucoup plus s'intéresser au sentiment de perte, qui est en fait un sentiment humain. Et c'est pour ça que Caroline Hickman, elle parle de grief. Hein. Donc grief, c'est le deuil, mais c'est pas uniquement le deuil de on perd quelqu'un, c'est aussi le deuil de on perd quelque chose. Enfin, dans la vie, on passe notre temps à, à se rendre compte que certaines idées qu'on avait ne sont pas les bonnes, à avoir des réalisations des fois un peu douloureuses. Donc c'est vraiment l'idée de perte. Donc elle travaille beaucoup là-dessus, donc sur l'idée d'accepter les sentiments de perte. Et ça, c'est vraiment une expérience humaine. Je veux dire, on n'a pas besoin de psy, on n'a pas besoin de médecin, on n'a pas besoin d'individualiser le problème, puisqu'en fait, c'est pas un problème, c'est une part de l'expérience humaine à tous de faire avec le sentiment de perte. Et donc, elle, ce qu'elle dit, hein, c'est qu'au lieu de voir ces émotions comme quelque chose qu'on devrait traiter ou soigner, on les voit comme des réactions humaines qui sont saines et qui montrent l'empathie directe avec la planète. Donc, c'est plutôt le signe d'un fonctionnement humain émotionnel euh, bien sain, en fait, de pouvoir être en empathie avec le monde qui nous entoure. Et autre chose qui est intéressant, c'est que finalement, les enfants peuvent nous aider là-dessus, puisque ils ont une empathie importante pour le monde autour d'eux, notamment pour les animaux, et ils sont des fois plus rapides pour régler des dilemmes moraux que les adultes. Les adultes, en général, ressentent une dissonance cognitive, hein, c'est-à-dire ils savent qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais qu'ils font quand même. Par exemple, ils culpabilisent un peu quand ils sont déjà assis dans l'avion, mais malgré tout, ils avaient quand même tellement envie d'aller en week-end à Malaga qu'ils y vont. Pareil pour d'autres choses, hein, par exemple, ils fument des cigarettes alors qu'ils savent qu'ils ne devraient pas, etc. Les enfants et les ados ont beaucoup moins ces mécanismes de dissonance cognitive, hein, parce qu'en fait, on l'acquiert avec le développement. Et donc, ils ont plus de franchise et ils sont beaucoup plus directs pour demander des actions, en fait, tout simplement pour le changement climatique. Autre chose qui a été montrée donc sur le plan de la paralysie émotionnelle, hein, c'est Per Espen Stoknes, hein, qui est psychologue et qui était aussi député des Verts en fait en Norvège. Donc c'est assez rare d'avoir un psychologue qui est aussi député, mais du coup c'est intéressant dans son approche. Et lui, il avait travaillé sur la communication, donc les campagnes de sensibilisation sur le changement climatique, notamment dans son livre What We Think About When We Try Not to Think About Climate Change. Et il a montré en fait qu'il y a eu des décennies de communication qui ont été gâchées. Notamment, il s'est beaucoup intéressé aux campagnes des années 90, parce que dans les années 90, on savait déjà que le changement climatique existait. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, mais lui, il insiste vraiment sur la nécessité de communiquer sur des actions individuelles et collectives. Et donc, le type de campagne dont il parle, qui ont été des campagnes ratées, c'est typiquement les campagnes des années 90 où l'idée c'était de choquer sur le plan émotionnel pour sensibiliser. Et donc, je ne sais pas si certains de vous se souviennent, mais c'était typiquement des images d'ours polaires un petit peu en équilibre sur une banquise fondue, où donc l'ours est sur un gros glaçon, etc. Et donc, c'est une campagne qui, chez la personne qui la voit, suscite beaucoup d'empathie et beaucoup de tristesse, puisque l'ours polaire est un animal assez sympathique, en tout cas vu de très très loin. Je pense que si on était tout près, peut-être qu'on réagirait pas pareil, mais globalement, c'est un animal qui suscite de la sympathie. Donc, la personne qui voit ça, le public de cette campagne, se dit, bon, dis donc, c'est quand même terrible ce qui se passe pour l'ours, j'aimerais l'aider. Et le deuxième élément qui fait que la campagne ne marche pas, en fait, en soi, bon, ça irait, mais le problème, c'est que c'est combiné avec un effet d'impuissance, c'est-à-dire qu'on n'a aucune piste dans cette campagne pour aider l'ours. Donc, intensité émotionnelle forte plus impuissance à agir égale paralysie émotionnelle, si vous voulez. Et l'impuissance à agir, hein, on le voit bien, c'est-à-dire que les personnes qui regardent dans le métro cette photo d'ours polaire se demandent, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'en plus de prendre le métro, il faut que, je sais pas, je coupe l'eau en me brossant les dents? Et surtout,
de quelle manière mon éco-geste, entre guillemets, aurait un impact sur l'ours. On voit bien que c'est des effets de chaîne, hein, comme avec des maillons, et qu'en fait, on a trop de maillons manquants, ou en tout cas, c'est des systèmes qui sont trop complexes et interconnectés pour qu'on sache comment nous, en tant qu'individus, on peut faire quelque chose. Donc, c'est, si vous voulez, la combinaison perdante, hein, intensité émotionnelle et pas de piste d'action. Donc, c'est pour ça que Stockness insiste sur le fait de faire des campagnes maintenant qui mettent en avant des actions individuelles et collectives. Hein. Collectives aussi pour changer le système, hein, pas rester uniquement dans les éco-gestes, etc., mais prendre une action qui a un impact. Donc du coup, on en vient toujours à un débat, hein, souvent. Est-ce que il faudrait s'en occuper ou pas? Est-ce que c'est un problème médicalisé ou pas? Moi, je dis que c'est une question d'échelle, hein, c'est-à-dire qu'un problème collectif demande une réponse collective. Et en fait, si on parle de l'éco-anxiété, souvent on se dit: «Est-ce que c'est un problème médical?» Moi, je réponds: «Non». Hem, Effectivement, si on individualise le problème, ça veut dire qu'on va le pathologiser, oui. Et donc ma position, souvent que je donne, aussi aux médias, c'est de dire qu'en fait, il faut considérer les professionnels de santé mentale comme des témoins. Des témoins d'un phénomène, qui est en cours. Mais c'est pas parce qu'ils en sont témoins que c'est les premiers à en parler que la solution vient du domaine médical. Médical ou psychologique, hein, en tout cas du soin. Parce que si vous voulez, des fois, une fois que les professionnels se sont mis à parler d'un problème, hein, je sais pas, les déficits attentionnels, la dyslexie, et cetera. Est-ce que, du coup, c'est à eux de le soigner? Bah, pas forcément, ça dépend. Et en tout cas, pour, la question de l'éco-anxiété, le problème, en réalité, il se niche, à l'échelle sociétale, en fait. Si vous voulez pas de changement climatique, pas d'éco-anxiété. Donc, un des problèmes, c'est le changement climatique en lui-même, et ce qui crée en fait l'éco-anxiété, c'est le changement climatique plus l'inaction sociale, l'inaction collective en fait, le savoir qu'on est dans un monde qui continue à faire comme si de rien n'était, alors qu'en fait il y a un gros problème, si vous voulez. Euh, Prenons un exemple contraire, par exemple en Ukraine, c'est la guerre commence, si vous voulez. Il y aurait encore plus d'anxiété si, malgré le fait que la guerre commençait, bah, l'État décidait de ne rien faire, si vous voulez. Là, le fait que les personnes se soient mises en action, qu'il y ait eu énormément de mobilisation, que les Ukrainiens se défendent, et bah, ils ont certes probablement peur de plein de choses, de mourir, etc., mais ils n'ont pas cette anxiété de bah, rien ne se passe alors que c'est la catastrophe. Et on est beaucoup plus dans ce champ-là pour l'éco-anxiété. Et donc, c'est un problème qui est social, qui est collectif, et donc la réponse va venir au niveau social, collectif et collaboratif. Ça a été aussi montré dans d'autres problèmes qu'on considère comme des problèmes qui, en tout cas, causent des problèmes de santé mentale. Je vous donne des exemples. Hein. Par exemple, on sait que les personnes qui sont victimes de discrimination peuvent avoir des troubles de santé mentale, par exemple des dépressions, etc. On sait que dans les minorités sexuelles, par exemple, ou les personnes qui peuvent être victimes de racisme, il peut y avoir plus de dépression, par exemple, ou plus de risques suicidaires. Est-ce que ce sont des personnes qui sont plus fragiles? Non, en fait, c'est des personnes qui sont plus soumises à des discriminations. Et on fait donc, en fait, là aussi, on est face à un problème qui est au niveau social, c'est-à-dire comment le système réagit face à ces personnes. C'est pas des problèmes individuels. Et du coup, même si on les identifie des fois, parce qu'on est psychiatre, etc., on est chercheur, il faut toujours rappeler, c'est notre devoir de rappeler qu'en fait, la réponse se fait à l'échelle collective. Donc, on le sait par exemple pour les discriminations sexuelles, qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est l'action collective, hein, déjà se réunir en groupe, rencontrer des personnes qui ont vécu la même expérience, et à travers ce groupe, créer un mouvement social qui modifie le système, qui fait que les choses changent, que ce soit plus comme avant. Pareil pour le racisme, etc. Et donc l'éco-anxiété, on est un peu dans ce champ-là, si vous voulez, de quelque chose qu'on voit arriver en santé mentale, mais qui finalement appelle une réponse sociale. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de dire auprès des médias pour clairement avoir cette position-là, hein, de dire l'inaction écologique est une forme d'abus contre la jeunesse, hein, c'est une forme de violence sociale. Et donc, c'est pas une maladie, hein, et ça appelle une réponse sociale, l'éco-anxiété.
Alors, il nous reste quelques minutes. Je voulais vous parler un tout petit peu de certains projets qu'on a fait auprès des enfants et ados, hein, donc je vais passer très rapidement. Il y a un projet dont je ne vais pas vous parler, c'est celui-ci. Je vous montre juste cet article que vous pouvez flasher si vous voulez, qui a été fait avec l'équipe de Sarah Schwartz et de Sarah Lowe, où là, on a montré une association positive, en fait, finalement, entre le fait d'être engagé dans un activisme environnemental et le fait de se sentir mieux pour sa santé mentale, si vous voulez, d'avoir moins d'anxiété climatique. Et donc, quand je parle d'activisme environnemental, c'est pas les éco-gestes, si vous voulez. En fait, on s'est rendu compte que c'était les actions collectives. Donc, les éco-gestes, c'est important, si vous voulez, parce que bah, c'est à peu près 30% de notre impact carbone, hein, notre impact direct. Mais ce qu'on montrait dans cet article-là, c'est que finalement, les personnes, donc c'était sur un groupe de jeunes étudiants hein, de 18 à 35 ans, ceux d'entre eux qui, au-delà de leurs actions individuelles, étaient engagés dans des actions collectives, des associations, des groupes d'étudiants, des engagements politiques, des engagements locaux aussi, en disant, bah voilà, avec la mairie, on va installer des pistes cyclables, etc. Donc, tout un panel d'actions collectives. Ces gens-là, finalement, se sentaient mieux. Donc, c'est une des hypothèses, on n'est pas encore complètement sûr, hein, en tout cas, ça va dans ce sens-là, de se dire peut-être qu'en fait, quand on se sent mal vis-à-vis du changement climatique, eh ben, la réponse, c'est d'agir pour le climat. Pas uniquement d'agir tout seul, d'agir en groupe et de changer les choses. Et ça, c'est intéressant quand la psychologie et les études nous montrent, nous valident l'effet positif de l'action collective. Et donc, une autre étude dont je voulais vous parler rapidement, donc c'est ce que j'ai mené donc, en France, aux États-Unis et au Brésil. Rassurez-vous, j'ai pas fait 36 voyages en avion. On a beaucoup utilisé la visio. Et donc, l'idée, c'était de s'intéresser aux enfants et ados de 6 à 18 ans pour les aider à justement transformer ces émotions climatiques en action. Donc, du côté de la France, on avait France et États-Unis ensemble, on avait 74 participants de 7 à 18 ans. Donc là, c'est l'équipe, vous voyez, franco-américaine. Et là, c'est l'article en question qui en est sorti. Je vous remettrai, je pense que je donnerai à Kevin toutes les références si vous n'avez pas le temps de flasher. Et au Brésil, on avait 52 participants et donc une équipe brésilienne. Moi, je suis franco-brésilienne, c'est pour ça que j'ai aussi le drapeau brésilien. Donc, je parle portugais et j'ai pu participer aux entretiens. Et puis, une équipe avec Déborah et Emile qui sont internes en psychiatrie. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'interroger comme ça tous ces jeunes de 7 à 18 ans de la population générale. Hein. Ce n'est pas des enfants et ados qui venaient voir un psy ou un psychiatre. C'était vraiment des ados et des enfants ordinaires. Donc au Brésil, on a varié les lieux puisque l'idée c'était d'avoir quand même un peu des populations peut-être à la fois défavorisées mais aussi favorisées. Hein. Donc Itaparica, c'est une petite île avec des populations assez défavorisées. Salvador, c'est déjà une grande ville, donc à Bahia, une des principales villes du Brésil. Et à São Paulo, c'est carrément, vous voyez, la mégalopole qui s'étend à perte de vue avec certaines populations extrêmement riches à São Paulo qui font vraiment partie de l'élite mondiale aussi. Et donc, ça, c'est l'article qui en est sorti, hein, que vous pouvez chercher avec le nom de Déborah, et dans le Brazilian Journal of Psychiatry. Je vous donne rapidement les choses qui étaient communes en fait à tous ces jeunes. Hein, donc, on a au total plus de 120 participants, enfants et ados. Donc, ce qu'ils nous ont dit, indépendamment un peu des pays, c'était de nous dire que globalement, oui, ils étaient inquiets pour le changement climatique, que c'était quelque chose qui les préoccupait, pour lequel ils s'intéressaient, mais que néanmoins, ils n'avaient pas l'impression que ça avait un impact sur leur vie au quotidien, que ça les préoccupait au point qu'ils se sentent mal. Alors, donc, en résumé, on pourrait dire que eux considèrent que ça n'a pas un impact sur leur santé mentale. Évidemment, on ne leur a pas posé la question à des enfants de 7 ans, penses-tu que le changement climatique a un impact sur ta santé mentale? Les pauvres, ils n'auraient rien compris. Mais au fur et à mesure des discussions, on voyait qu'ils disaient oui, c'est vraiment c'est un souci. Néanmoins, moi, après, je pense à d'autres choses, ça va, je trouve que ma vie est bien quand même. Donc ça, c'est plutôt
si vous voulez, c'est un résultat qui est ponctuel, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ces enfants-là, etc. Mais moi, je l'utilise beaucoup, ce résultat, pour dire aux adultes, hein, parents, enseignants, qu'en fait, on peut parler du changement climatique et qu'on ne va pas se faire sombrer les enfants dans une dépression totale. Même quand ils sont au courant, finalement, ça va, quoi. Du côté des ados, il y avait un autre résultat qui était assez intéressant sur le plan générationnel, qui était de dire qu'il y avait de la méfiance d'emblée vis-à-vis de tout ce qui pouvait ressembler à du green marketing, dans toutes les marques qui se disent éthiques, équitables, vertes, etc., qu'ils ne vont pas forcément essayer d'acheter plus ça. Par contre, y regarder à deux fois parce qu'ils sont quand même bien informés du fait que beaucoup d'industries essayent d'utiliser l'image environnementale pour vendre plus. Pour les enfants, donc les enfants, c'était la tranche 7-10 ans, hein, parce qu'en fait, on les aurait bien inclus à partir de 6 ans, mais il se trouve que les plus jeunes qui ont participé avaient 7 ans. Donc 7-10 ans, un des résultats intéressants, c'était de voir que à partir du moment où ils sont au courant de la situation, ils ont très envie de s'engager dans des actions pour aider la planète et faire leur part. Et donc, ils sont motivés pour agir et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est plutôt un résultat qui est positif parce que ça montre qu'ils ont cette capacité d'activation comportementale où ils vont vouloir planter un arbre, faire du compost, etc. C'est aussi un âge de 6 à 10 ans où ils ne sont pas encore conscients de l'impact finalement assez réduit de nos actions éco-gestes, si vous voulez, hein, de nos actions individuelles. Donc les enfants sont très motivés pour des actions individuelles, mais ils ne savent pas vraiment que ça a peu d'impact. Voilà. Mais c'est pas grave, l'important c'est aussi de pouvoir les aider à avoir des expériences positives vis-à-vis d'un mode de vie durable. Autre chose qu'on voyait avec les enfants, c'était que ils comprenaient pas les raisons des actions climatiques, par exemple de leurs parents, si on leur donnait pas d'explications appropriées. Ça apporte une réponse à beaucoup de jeunes parents, notamment en France, aux États-Unis, qui essayent d'être le modèle, hein, d'être exemplaires dans leur mode de vie durable, mais qui ne parlent pas trop du changement climatique avec leurs enfants, qui n'ont pas envie d'inquiéter leurs enfants, mais qui, du coup, font plein de choses, qui ont compris hein, qu'il vaut mieux faire les choses plutôt que d'en parler. Hein. Le fameux fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ils savent que ça marche pas, hein, de dire c'est catastrophique, mais de pas changer son mode de vie. Donc, ils changent leur mode de vie, mais ils veulent pas trop parler du changement climatique. Donc, voilà, ils compostent, ils prennent plus l'avion, ils utilisent plus de voiture ou alors ils en ont pris une électrique, ils ont diminué leur part d'alimentation carnée, ils s'intéressent à une association où ils font du lobbying, etc. Mais ils n'en parlent pas particulièrement à leurs enfants. Et ben, ce que nous, on a trouvé dans cette étude, c'est que les enfants, du coup, ne comprennent rien. Moi, j'ai eu certains enfants avec qui je discutais et je leur demandais, mais est-ce que tu penses que tes parents s'intéressent au changement climatique? Et ils disaient, non, non, je pense que mes parents s'y intéressent pas parce qu'on n'en parle pas. Et je disais, ah d'accord, mais alors tu sais que même des fois, si on n'en parle pas, moi je connaissais pas les parents, hein, donc je partais avec un mode, j'étais naïve là-dessus, mais je posais la question. Des fois, même si les parents en parlent pas, il arrive qu'ils fassent des choses, par exemple modifier leur alimentation. Et l'enfant de me répondre, ah oui, oui, bah oui, mais oui, ça fait 2 ans qu'ils sont végétariens, mais je pense que c'est pas par rapport au changement climatique. Alors je disais, ah bon, et alors à ton avis, c'est pourquoi? Et il me dit: «Bah, moi, je pense qu'ils aiment juste les légumes, en fait. Heu, mes parents, ils aiment bien les légumes, donc ils sont devenus, végétariens». Et pareil, j'ai eu aussi d'autres enfants me disant: «Oui, mes parents, ils ont changé de voiture pour une voiture électrique, mais c'est pas du tout pour le changement climatique, c'est juste que l'autre voiture était trop vieille». Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe quand, si vous voulez, la transmission ne se fait pas, puisqu'il faut à la fois montrer des choses et en parler. Voilà, et du côté des ados, on voit bien que si on prend le même enfant et qu'on lui donne quelques années de plus, il peut y avoir un sentiment de colère qui vient du manque de communication avec les générations précédentes. C'est-à-dire que, ils ont l'impression à l'adolescence qu'ils sont les premiers à s'y intéresser et que personne ne s'y intéressait avant eux. Alors, je vais juste avancer un tout petit peu, ça j'en parlerai dans les questions si vous voulez qu'on en parle. C'est un peu comment parler, avec les enfants ou les ados, enfin voilà, comment bien faire les choses. La comparaison
plus direct entre la France et le Brésil, je le ferai aussi à ce moment-là. Et je voulais juste vous montrer, avant qu'on passe aux questions, pour que tu aies quand même un tout petit peu de temps, un essai, un article qui n'est pas encore publié, mais qui est soumis, où on s'est dit, bah tiens, on va suivre ce que nous dit Stockness, le Norvégien, qui nous dit il ne faut pas paralyser les gens avec de la communication. Et on s'est dit, bah, on va tester certains modes de communication justement pour les enfants et les ados. Et donc, on a testé l'effet soit de vidéos en selfie, donc type TikTok, soit avec un message positif, soit avec un message négatif. Et on voulait voir l'impact sur l'espoir climatique, le sentiment d'agentivité, les intentions comportementales. Intention comportementale, c'est je sais que je vais passer à l'action et faire telle ou telle chose. Et puis sur l'anxiété climatique. Et donc, on avait, vous connaissez peut-être ce type d'études où on a des groupes contrôle. C'est un peu comme quand on teste des médicaments, etc. On fait avec, sans, et puis avec un contrôle. Donc là, on avait une vidéo où il y avait une ado, actrice d'ailleurs, qui avait un message positif, une vidéo où elle avait un message négatif, et une vidéo contrôle où elle parlait de de choses qui avaient absolument rien à voir avec le changement climatique. Elle parlait de Harry Potter qu'elle avait lu. Et on mesurait avant et après ces différentes échelles. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que les vidéos positives permettaient étaient efficaces pour augmenter le sentiment d'espoir et d'agentivité, mais par contre, qu'elles ne diminuaient pas l'anxiété climatique et elles augmentaient pas l'intention de passer à l'action. Donc ça, c'est intéressant de voir comme ça sur une vidéo courte que les gens vont pas pour autant changer leur comportement. C'est pas un problème en soi parce que les publicitaires le savent très bien qu'il suffit pas un seul visionnage pour qu'on passe à l'action et qu'après il y a la question de la répétition jusqu'à ce que les gens se mettent à changer leur comportement. Donc si on passait toutes ces vidéos tout le temps en boucle, peut-être que ça marcherait. Je vous montre juste la vidéo brièvement pour que vous voyez un petit peu le style. On avait demandé à Camille, donc, qui est actrice, de faire une vidéo un peu comme elle voulait. Mais par contre, on lui avait demandé de suivre ce schéma un peu de communication, comme on vient de voir avec Hickman, Stockness, etc. On lui avait dit, en fait, il faut que tu nous montres comment tu as traversé ta grief, ta tristesse émotionnelle, et comment tu t'es petit à petit intéressé à faire des choses par toi-même, donc d'abord souvent les éco-gestes, et ensuite comment tu allais mieux en passant à des actions collectives avec d'autres personnes. Mais voilà, elle pouvait choisir ce qu'elle racontait. Et donc vous voyez qu'elle va comme ça nous raconter sa déprime, si vous voulez, le fond du gouffre, comment elle remonte en ayant des idées, et surtout comment ça va mieux et que ça a un vrai impact à partir du moment où elle s'associe avec d'autres. Donc c'est très court, je vous la montre. Alors, on n'a pas le son. Ah, ok. Donc, tu refasses la petite manip. Ouais. Leïla. Hop, je refais. Hi, my name is Camille. I'm 16, and I'm sick and tired of people ignoring climate change and global warming to the point where it's really been messing with me. I've been so sad and depressed and just feeling so helpless, but all that's changed now. I'm going to tell you how I went from frustrated and helpless to hopeful and full of purpose. I'm sure you don't need a reminder, but our world is rapidly warming, which leads to glacier melts and floods and hurricanes and fires. And after seeing all of this, I just felt so helpless and sad because you see all these big corporations and politicians who have the power not doing anything to help. And after having maybe a little baby meltdown, I realized it has to be me. It has to be us. You and me. Gen Z, baby. We gotta be the change. And I know, it's like, what can little me who lives in my parents' house do? There's actually so many actionable things that we can do. First things first, a lot of our electricity uses coal, gas, oil, which release CO2 into the environment and contribute to global warming. So, to reduce our use of electricity, maybe try washing your laundry on cold. Or air dry your clothes instead of using the dryer. And the things that I just mentioned are kind of solo things, but I realized that there must be people feeling the same way as me, so I started a group at my school. And not only did I make a bunch of friends who have the same goals as I do, but together we were actually able to make visible changes. We got solar panels applied to my high school roof. We got the mayor to add more bike lanes to our town and plant more trees. And that's just the beginning. And I just want you to know that it's possible. We
can make a change. I believe that you can be the change. You can do this. Hi, my name. Et juste pour finir un tout petit peu sur cette étude, on voyait en gros dans les deux types de situations, hein, positif ou négatif, que ça changeait les principaux mots auxquels les gens pensaient en parlant de changement climatique, hein. La version A à gauche, c'est le contrôle, c'est-à-dire sans voir de vidéo, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez le mot changement climatique. Donc on voit pollution principalement, etc. Et la B, c'est après la vidéo positive. Donc, il y a quand même... alors, évidemment, il y a toujours des mots négatifs, mais il y a le mot espoir qui revient en plus grand. Le C, c'est après la vidéo négative que je vous montre pas, où elle est en fait complètement déprimée, elle sait pas du tout quoi faire. Ah, je sais pas si... Vous m'entendez? Ouais, on est encore là. Ok, ça partage Ouais. toujours l'écran, Julien? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, j'ai peut-être des petits problèmes d'internet. Bon, j'ai bientôt fini. Je vais arrêter de partager l'écran. Et donc, on voit sur le dernier que c'est plutôt des mots négatifs qui se mettent en place. J'espère que vous aviez compris la vidéo, mais globalement, elle dit voilà, qu'elle a commencé à faire des actions d'abord toute seule, là, à sécher son linge au sèche-cheveux. Bon, c'est pas hyper efficace, mais en tout cas, elle essaye. Et ensuite, par contre, elle a rencontré d'autres personnes et qu'à partir de là, elle a fait des actions qui, en fait, commencent à être des actions systémiques, où elle modifie finalement l'urbanisme de sa ville, elle peut mettre des panneaux solaires sur le toit de son école, etc. Et puis c'est que le début, et en fait elle va réussir à avoir un impact sur le système. Voilà, donc je vais arrêter le partage, et puis comme ça on va pouvoir discuter ensemble. Super, merci beaucoup Lélia. Léa, je suis très content de la fin, de la fin de ton topo sur les enjeux de communication, de la façon dont on construit un message de communication. Ça avait été le thème du webinaire qu'on a eu l'an dernier avec Agnès Depoux qui travaille dans le domaine des sciences de la communication. On en avait parlé un peu l'an dernier, donc ça fait une très belle continuité. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, les choses que je retiens, c'est que il y a un aspect qui a été vraiment beaucoup mis en avant dans le dernier rapport du GIEC. Ce sont tous les enjeux de prise en compte des inégalités dans les questions, dans la réponse au changement climatique et sur ces questions d'éco-anxiété. On a bien vu dans ton propos que ça mêlait à la fois des aspects d'inégalité sociale, avec des questions de populations vulnérables plus impactées, et aussi, surtout, l'une des très grosses inégalités, l'inégalité intergénérationnelle, hein, dans cette question climatique. Alors, on a eu quelques questions dans le chat. Je vais un peu amorcer les questions avec moi, j'ai une petite question, plus sur le début de ton topo, mais qui rejoint d'ailleurs la première question qui a été posée par Bertrand. Donc, dans les études qui ont commencé à mesurer l'ampleur du phénomène, on voit vraiment une fréquence très forte de jeunes adultes qui rapportent, et même d'adultes, dans le début de ton propos, qui rapportent ces sentiments d'éco-anxiété. Pourtant, quand on regarde d'autres chiffres, d'autres enquêtes, plutôt les enquêtes de préoccupation des ménages, les enquêtes que font l'INSEE, on voit que les questions environnementales, même si elles ont percé ces dernières années, elles restent quand même pas parmi les toutes premières préoccupations. Et je voulais savoir comment on arrivait à réconcilier un petit peu ces deux sons de cloche. D'un côté, quand on a ces études plutôt du champ de l'épidémie ou de la psychiatrie, on a une ampleur du phénomène qui a l'air très très importante. Et puis, quand on va chercher des enquêtes type préoccupation des ménages ou même quand on regarde un peu le débat public, c'est quand même vraiment passé à la trappe. Est-ce que c'est lié au design des enquêtes? Et Bertrand posait la question, notamment de savoir si il n'y avait pas une sorte de biais dans l'échantillon avec des gens plus sensibilisés. Est-ce que c'est lié à la formulation des questions? Enfin, est-ce qu'on a un recul un peu là-dessus? Comment on réconcilie un petit peu ces deux éléments? En fait, je pense que ça dépend du centre d'intérêt du chercheur. C'est-à-dire que souvent, les enquêtes qui sont menées en psychiatrie, en psychologie, sont autour des émotions. Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Donc, les gens disent oui. Et en fait, beaucoup de gens disent oui. Et les enquêtes qui sont plutôt des enquêtes de consommation vont plutôt poser la question, seriez-vous
pour autant prêt à changer vos achats, à payer plus cher votre alimentation, à ne pas partir en vacances. Et là, les gens vont dire bah non. Et en fait, c'est la complexité de l'être humain, c'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions qui sont assez négatives, même des fois, beaucoup de gens encore partent en vacances avec des moyens très polluants en ressentant une culpabilité importante, mais en changeant pas leur choix de consommation pour autant. Donc, si vous voulez, c'est notre complexité et c'est pour ça que c'est important justement d'en tenir compte, de calibrer des messages de communication qui tiennent compte de cette complexité psychologique pour qu'on puisse finalement retrouver peut-être une forme de cohérence entre le ressenti et les actions, plutôt que d'être un peu dissocié, hein, avec une partie de nous qui trouve que c'est très problématique et une autre partie qui ne fait rien. Merci. Alors, il y a Bertrand a posé des questions. Enfin, je vous propose Oui, Bertrand, c'est de la d'ouvrir le dissonance micro. cognitive. Exactement. C'est ça. Pardon. Et Bertrand avait posé également une question sur les méthodes d'enquête, on va dire, de recueil de paroles, de perception. N'hésitez pas à prendre la parole maintenant, peut-être lever la main juste avec l'outil Teams et on peut, enfin, c'est un moment d'échange. Donc, je sais pour les doctorants qu'on devait se retrouver à 10h30 sur l'autre lien, on va prendre un quart d'heure quand même de questions-réponses. Donc, le plus sympa, c'est d'allumer vos caméras et vos micros et de poser peut-être les questions directement, soit à la volée, soit en levant la main et je fais tourner la parole. Mais n'hésitez pas pour que ce soit peut-être un peu plus vivant. Alors, je vois Océane. Océane a levé la main. Je t'en prie. Oui, merci. Moi, c'est la question que je viens de mettre en fait dans le chat, c'est comment ça se fait que les enfants ils aient moins de dissonance cognitive que les adultes et du coup que les adultes arrivent moins à gérer en fait cette situation-là. Oui, alors en fait, c'est lié au développement psychologique, hein, c'est-à-dire que en fait, pour avoir de la dissonance cognitive, il faut tenir en fait ensemble des choses qui sont contradictoires et complexes. Et en fait, ça demande d'être un peu plus développé de manière psychologique, si vous voulez, de pouvoir tenir à la fois des choses dont on sait qu'elles sont bonnes, des choses qu'elles sont pas bonnes, etc., et des contradictions. Et donc, c'est des choses qu'on apprend à faire en grandissant, malheureusement, en devenant quelque part plus intelligent. Alors que finalement, les enfants ont ce caractère direct de dire, bah voilà, si c'est mal, on le fait pas. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas en tête plein de choses complexes, plein de choses de même si j'arrête de manger, là, de vivre, de respirer, parce que même quand je respire, je produis du carbone. Que se passe-t-il si toute la classe moyenne chinoise s'achète une voiture, par exemple, si vous voulez, qui sont des choses que les adultes ont en tête. Voilà. Et d'ailleurs, si on pousse même un petit peu plus loin, on sait qu'un certain nombre de personnes, bon, ça c'est la psychologie presque de la pathologie, enfin de la personnalité toxique, mais certaines personnes qui sont vraiment néfastes, hein, si vous voulez, sont particulièrement intelligentes parce que c'est des super stratèges, savent tenir ensemble des pensées très complexes, etc., manipuler les autres. Et ça demande d'être intelligent, si vous voulez. Quand on est sur une intelligence qui est beaucoup plus basique, eh ben, on a moins de dissonance cognitive. Les choses telles qu'on les a comprises. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Alors, Bernard ou Bertrand qui avaient posé des questions dans le chat, hein, si vous voulez y aller, ou encore une fois, n'hésitez pas pour les autres. Moi, j'ai vu une question de Bertrand dans le Ouais. chat. Je ne sais pas si Ouais. je peux peut-être essayer d'y répondre un peu, qui étaient les différences sociales et culturelles. Bah, c'était une des raisons pour lesquelles on avait comparé 3 pays quand même. Moi, c'est des résultats que j'adore donner, mais du coup, il faudrait que j'organise autrement mon topo pour avoir plus de temps pour ça. Mais effectivement, il y avait des différences entre les ados français et américains, entre ce qu'ils se sentaient en capacité de faire ou pas. C'était plus facile pour les Américains, par exemple, de devenir végétariens sans avoir leur famille qui leur tombait dessus en disant mais non, la blanquette de veau, etc. Et au même temps, c'était beaucoup plus difficile pour eux d'imaginer aller, utiliser le vélo pour aller en classe, etc. Et pourtant, ils avaient plus d'espoir, les Américains, toujours dans leur capacité d'action sur le système, dans leur capacité à changer les politiques de leur pays à travers leur action, alors que les Français avaient beaucoup plus de déconnexion en pensant, les politiques, c'est ceux d'en haut, mais de toute façon, ils s'en fichent de nous. Nous, on ne peut rien faire pour ça. Alors que sur des choses du quotidien, comme choisir un transport non polluant, ils se sentaient plus à l'écoute, enfin plus écoutés, plus soutenus. C'était ce genre de choses, si vous voulez, qu'on pouvait voir dans les différences culturelles. Ouais, Bertrand, qui veut réagir du coup. Oui, merci beaucoup pour cette
cette présentation déjà, et puis merci de répondre à mes questions. En attendant qu'il n'y ait personne qui en pose, je me permets d'en remettre une petite. C'est juste, effectivement, par rapport à ces différences culturelles, est-ce que vous avez pu aussi comparer, parce que là, par exemple, l'exemple que vous donnez me semble très intéressant, on a là vraiment typiquement des rapports à l'État très différenciés, enfin, je veux dire, du coup, au pouvoir public, qui sont derrière, qui sont très forts. Donc, est-ce que du coup, vous avez aussi pu, entre guillemets, mettre en contexte, je dirais, les rapports sociaux qui sont derrière, qui sont toujours en fait très difficiles à cerner aussi, lorsqu'on a effectivement une enquête avec un échantillon. Comment est-ce qu'on peut aussi retracer, je dirais, ces différents éléments de contexte sociétaux, au-delà, je dirais, à travers les pratiques telles que vous les mentionnez, mais aussi à travers, je dirais, comme je le disais un peu dans le chat, à travers les perceptions culturelles qu'il peut y avoir de ce changement climatique, etc. Comment on fait aussi pour associer le psychologique et le social dans ces dimensions? C'est jamais évident, hein, c'est un sociologue qui parle à une psychologue. Voilà, c'est toujours un peu trouver les dialogues. Oui, bien sûr. Et puis moi, j'ai fait ma thèse de sciences en santé publique, mention sociologie. Enfin, j'avais travaillé avant avec le HESS, donc je suis très sensible à ça. Je pense que c'est toujours la question des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire que si on veut avoir des choses à dire et de la richesse, on est obligé de rentrer dans le détail et de parler avec des gens à fond. Si on parle avec certaines personnes longtemps, on peut pas en interviewer 10 000. Et pour autant, c'est pas parce qu'on a un échantillon qui est modéré, si vous voulez, qu'on ne peut rien en dire. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de varier, même au sein des échantillons, l'âge des enfants, des ados, leur niveau social, leur origine aussi. Aux États-Unis, on a varié les origines ethniques parce que les gens déclarent leur origine ethnique. En France, ça se fait pas, mais du coup, on a intégré des enfants qui étaient des enfants de migrants, par exemple, pour voir justement s'intéresser au choix des ménages. Et c'était intéressant de voir que la priorité, c'était quand même d'aller voir la famille l'été, quitte à prendre l'avion, par exemple, dans certaines choses qui étaient plus spécifiques à certains groupes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à lire les articles, parce qu'on avait beaucoup plus de marge pour pouvoir rentrer dans les détails de chaque sous-groupe, etc. Et en dire quelque chose. Et oui, vous avez tout à fait raison, le contexte général du rapport du citoyen à l'État et de l'État au citoyen est très important, avec aux États-Unis ce niveau 2 d'action, qui n'est pas juste l'action individuelle, et puis le pouvoir systémique, qui est le niveau 3, mais le niveau 2 de tout ce qu'on peut faire collectivement, localement, avec des initiatives qui sont locales, mais qui finalement sont du lobbying citoyen qui va avoir un impact. Tout ça, ils y croient, ils savent le faire, ça marche bien. Alors qu'en France, on est beaucoup plus sur un niveau 1, un vide, et puis un niveau 3, où si vous voulez, le niveau 2 est laissé à certaines, aux associations, mais qui sont finalement une minorité de la population, avec l'impression de ne pas avoir de possibilité d'action en tant qu'individu. Merci, je vais bien sûr lire avec plaisir vos travaux. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Bernard, j'ai l'impression que vous parlez. On ne vous entend pas, Bernard. Du coup, en attendant, si c'est un premier micro, je vais passer la parole à Mathéus. Oui. Merci Léla pour la présentation. En fait, c'est juste un commentaire sur le Brésil. Je suis brésilien. Prazer. En fait, je ne sais pas, mais une grande part de la pollution, je pense, au Brésil, vient de l'agro-industrie, de l'élevage de bovins. Et je pense que c'est extrêmement difficile de faire passer une famille de la viande aux légumes, par exemple, car le régime à base de viande est moins cher. Une saucisse, par exemple, coûte 50 centimes et nourrit plus qu'un légume. Donc, je dis pour une famille pauvre. Donc, voilà, pour les familles très pauvres, cela fait une différence. Tout à fait. Et aussi pour échanger des voitures et utiliser des voitures électriques, même au Brésil, pour la population qui est riche, c'est extrêmement difficile. Donc, je pense que tout ça, c'est lié directement à la classe sociale qu'on regarde.
Oui, tout à fait. Bah là, du coup, on rentre un petit peu plus dans les détails du résultat brésilien, hein, donc qui a été publié dans Brazilian Journal of Psychiatry. Effectivement, dans notre échantillon, les choses qui étaient marquantes pour le Brésil et qu'on voyait moins pour la France et les États-Unis, déjà, c'était les différences de classe sociale, qui sont absolument massives. Là, on avait 3 groupes sociaux qui étaient hyper bien définis, des gens qui étaient très, très pauvres, très racisés aussi, hein, c'est les personnes les plus noires de la population, qui venaient plutôt de Bahia, qui est aussi au nord-est, il y a une population qui a beaucoup plus d'origine africaine et qui est aussi plus pauvre, enfin, avec un racisme systémique qui est clair au Brésil. Et aussi, évidemment, la question de l'agriculture, qui est une agriculture extensive, où on entend beaucoup parler finalement de la déforestation, mais pour mettre sur quelques hectares à peine une dizaine de bœufs, si vous voulez, et du coup une viande qui est pas chère du tout, et avec encore une population, enfin, si vous voulez, ce qui se passe dans les sociétés très inégales, c'est que la consommation de viande est considérée comme un bien de riche ou de qualité, c'est-à-dire finalement, même au Brésil, quand on peut pas acheter de la viande, on mange juste du feijão, donc des haricots noirs, et du riz. Et si vous voulez déjà pouvoir acheter de la viande, c'est considéré un peu comme en France au 19e siècle, au début du 20e siècle, comme quelque chose d'un bien, enfin presque un bien positionnel, quoi. Ça montre aussi notre statut social, donc c'est difficile d'y renoncer. Et ça faisait effectivement partie des résultats qu'on pouvait avoir. Et puis, on a une classe sociale qui est très élevée, qui est beaucoup plus du registre de l'élite mondialisée, hein, à São Paulo, qui est très au fait d'essayer de devenir végane, etc. Mais ça fait partie encore des choses culturelles très importantes, avec une place accordée au barbecue du dimanche, le churrasco, qui est très, très importante. Enfin, voilà. Donc, effectivement, les jeunes en parlaient et on a le détail dans l'article des choses qui sont plus spécifiques au Brésil. Ouais. Et par rapport, juste pour finaliser, par rapport à l'anxiété et la dépression, vous avez quelques statistiques aussi par rapport à la classe sociale? Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que la classe sociale riche, c'est plus facile d'être anxieux et dépressif que la classe. Et vous avez quelques. Bah, on les a aux États-Unis, c'est ce dont je vous parlais au tout début, chez les adultes. On voit qu'en fait, c'est pas le cas, qu'en fait, les personnes qui sont le plus inquiètes, c'est les populations vulnérables. C'est les femmes, c'est les minorités ethniques et c'est les personnes qui sont précaires économiquement, donc les pauvres, en fait. Et c'est très contre-intuitif. On a très envie de penser que c'est que les riches qui ont ces problèmes-là. En fait, non, pas du tout quand on pose la question. Et alors, il y a 2 choses. C'est poser la question, parce que par exemple, en France, on ne pose pas cette question-là. On n'a pas le droit de demander les minorités ethniques, etc. Donc, il y a des informations qu'on n'a juste pas. Et la deuxième chose, c'est être dans une société où il y a des inégalités, mais où les gens sont conscients des inégalités. Aux États-Unis, c'est très inégal, mais il y a une vraie conscience de toute la population que c'est très inégal. Les personnes afro-américaines savent qu'elles sont très discriminées. Et donc, les gens savent qu'ils vont être les premiers à être touchés. Dans une société comme la France, où on a une idéologie universaliste, où on pense qu'on devrait tous être égaux, etc., des fois, les personnes n'ont même pas les outils sociologiques, hein, de compréhension pour voir qu'en fait, elles sont discriminées. Donc, des fois, elles se rendent pas compte qu'en fait, bah oui, s'il y a des instabilités géopolitiques qui vont être liées au changement climatique, hein, de la précarité économique toujours liée au changement climatique, bah il y a des risques que ce soit les premières touchées. Donc les États-Unis, c'est un modèle intéressant. Enfin, je ne dis pas qu'ils ont une bonne société parce qu'elle est très inégale, mais c'est des inégalités avec des gens qui en sont conscients et du coup qui peuvent dire bah oui, moi ça m'inquiète parce que je sais que je vais être la première victime quand ça ira mal. Ok. Et au Brésil, Merci. du coup, la question, c'est plutôt aussi le niveau d'éducation, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas les notions même de sociologie, de comprendre qu'elles font partie d'un groupe qui est minoritaire et qui est opprimé. Oui, bien sûr. Merci Ok, beaucoup. d'accord, Alors, merci. l'heure passe et on va devoir enchaîner sur l'autre réunion. Il y avait Océane qui avait une question. Alors, éventuellement, si c'est vraiment une question en 15 secondes et réponse en 15 secondes pour conclure le tour de questions-réponses, ou Bernard, si son micro remarche. Mon micro doit marcher là. Ah, ok, alors on va prendre Bernard qui attend Ok, depuis un super. moment. Alors, très Oui, rapide, non. s'il vous plaît. C'était seulement pour voir s'il y avait soit une étude, soit un regard que vous avez eu sur le rôle du système d'éducation ou de formation qui pouvait avoir un rôle dans la construction de l'éco-anxiété
ou on pouvait présupposer qu'il pouvait aussi rassurer. Alors, il n'y a aucun des ados ou enfants qui va dire que c'est à l'école qu'ils se sont sentis Ouais. anxieux, enfin que c'est l'école qui a créé ça. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que quand ils disent il n'y en a que 14% qui sont contents de ce qu'ils apprennent à l'école, c'est qu'ils ils sont satisfaits de la sensibilisation, mais ils trouvent que c'est insuffisant. Ils disent en fait, on nous bassine avec le changement climatique, on a très bien compris ce que c'est, mais on ne nous dit jamais à l'école quel métier on doit faire pour pouvoir aider le monde de demain, etc. Et ils veulent des solutions, et ça, ils n'en trouvent pas à l'école. C'est ça qui est frustrant. Notamment puisqu'on parle beaucoup en France des métiers de demain centrés sur l'écologie, justement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là qui joue là-dessus? Oui, c'était ça. Oui, et avec un décalage parce que l'école ne connaît Ah pas oui. les métiers de demain, en fait. Voilà. Bah oui, c'est pour ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Désolé Maxime, je suis dans le mauvais rôle. Je vais devoir ne pas prendre la question parce on doit retrouver d'autres doctorants. On va en perdre en route si on tarde trop sur l'autre lien. Je suis désolé, par mail éventuellement, et puis on pourra faire suivre, mais voilà. Désolé voilà, de ne pas prendre cette dernière question. Moi, je voudrais remercier encore une fois Leilia pour cette super intervention qui a très bien conclu en plus sur l'articulation entre le traitement un peu ou la réponse à ces questions d'éco-anxiété et le lien qu'on peut faire ou non avec l'action, hein, comment on donne prise un peu sur ces questions, qui est vraiment une question qu'on se pose aussi dans tout ce qui est enseignement aux enjeux de la transition, hein, comment on fait pour enseigner tout en suscitant l'action et pas seulement des sentiments négatifs, du désespoir, qui peut être complètement contre-productif. Et donc du coup, pour enchaîner sur ces questions d'éducation, pour les doctorants inscrits, enfin inscrits, non inscrits, enfin pour tous ceux qui veulent de toute façon, mais je vous remets dans le chat tout de suite le lien vers la suite du cours. Et je vous dis à tout de suite. On peut se donner allez, 3 minutes de pause avant d'embrayer sur l'autre côté. Voilà, excusez-moi, je navigue entre les fenêtres. Et voilà, je tiens à remercier encore énormément Lélia pour ton intervention. Merci à toi. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. Et peut-être à tout de suite pour les personnes sur l'autre lien. Je vais quitter la réunion. Merci beaucoup. Merci, au revoir.